Des gens meurent pour protéger le plus grand secret de l'Amérique. Pour la première fois, des audiences au Congrès ont révélé un programme secret de récupération d'ovnis aux États-Unis, avec des preuves que le gouvernement aurait pu tuer pour le protéger. Prenez vos chapeaux en papier d'aluminium. Aujourd'hui, dans The Infographics Show, nous révélons pourquoi les lanceurs d'alerte sur les ovnis finissent morts ou réduits au silence. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Vatican aurait aidé les renseignements américains à retrouver un site anciennement contrôlé par l'armée de Mussolini. À l'intérieur se trouvait un objet volant non identifié écrasé, encore largement intact et manifestement non humain. Ce n'est pas un scénario hollywoodien, mais une affirmation du lanceur d'alerte David Grush. Ancien haut responsable du renseignement, David Grush avait accès aux secrets les plus sensibles des États-Unis. Il préparait le briefing quotidien du président sur le renseignement, tâche réservée aux membres les plus fiables de cette communauté. L'histoire de David Grush dépasse l'imagination. Épaves secrètement récupérées, corps extraterrestres découverts et possible contact avec une vie extraterrestre. Il affirme que le gouvernement américain serait prêt à tuer pour garder cela secret. Bien qu'il dise avoir des preuves convaincantes, il ne peut les montrer qu'à huis clos, dans une salle ultra sécurisée, Sensitive Compartmented Information Facility, conçue pour empêcher toute écoute clandestine, où sont discutés les secrets les mieux gardés d'Amérique. Alors, comment David Grush peut-il avoir des preuves sans en fournir ? Tout dépend de la réaction de la communauté du renseignement et d'autres à ces affirmations. Cela inclut l'inspecteur général de la communauté du renseignement, dont l'enquête a jugé crédibles les affirmations de David Grush et nécessitant une action immédiate. Alors, que dit Grush, et pourquoi cela mettrait-il sa vie et celle des autres en danger ? Grush est un vétéran de combat et ancien officier du renseignement de l'États-Unis Air Force, qui est passé au service fédéral en travaillant avec la National Geospatial Intelligence Agency et le National Reconnaissance Office. En 2019, Grush a représenté son agence lors de l'enquête du département de la Défense sur les phénomènes anomaux non identifiés. Il a découvert des preuves d'un programme secret de récupération d'épaves auquel l'accès lui a été refusé. Durant 4 ans, il a interrogé une quarantaine de personnes déclarant connaître directement les récupérations d'épaves par les États-Unis. Ces personnes lui ont aussi dit que lors de certaines occasions, des éléments biologiques non humains, peut-être extraterrestres, avaient été récupérés avec l'appareil ou ses débris. Cependant, ce qui a le plus troublé Grush, c'était la preuve que des crimes avaient été commis pour garder ces programmes secrets, y compris des meurtres. C'est cela qui a finalement poussé Grush à devenir lanceur d'alerte, et cela lui a presque coûté la vie. Ce n'était pas l'existence d'un programme de récupération d'objets volants non identifiés qui troublait Grush, mais les preuves des crimes commis pour le garder secret, ainsi que le fait qu'il fonctionnait en dehors de la supervision du Congrès. Il a d'abord abordé la question en interne. Il a informé sa hiérarchie, à l'Agence nationale de renseignement géopolitique, puis la Task Force phénomènes anomaux non identifiés, où il était affecté. Lorsque ces démarches n'ont donné aucun résultat, il s'est tourné vers la commission spéciale du Sénat, sur le renseignement, et la commission permanente de la Chambre sur le renseignement, toutes deux chargées de superviser l'ensemble des opérations de renseignement en cours aux États-Unis. Mais ces réunions secrètes sont aussi restées sans résultat, poussant Grush, inquiet d'un abus de pouvoir comme dans les expériences MK-Ultra de la CIA, à rendre l'affaire publique. Sa première démarche a été de s'adresser à l'inspecteur général de la communauté du renseignement, chargé de traiter les préoccupations internes et de permettre aux lanceurs d'alerte de signaler des actions dangereuses ou illégales. L'inspecteur général a qualifié sa plainte d'urgente, ce qui a déclenché une enquête et un rapport aux 2 commissions du renseignement du Congrès. L'enquête a montré que les affirmations de Grush sur un programme de récupération d'épaves et son harcèlement par la communauté du renseignement, y compris des menaces de préjudice et de mort, étaient jugées crédibles et urgentes. Comme aucune mesure n'était prise et que Grush subissait davantage de harcèlement, il a rendu l'affaire publique pour se protéger et incité à plus de transparence gouvernementale. Sa première interview a été avec The Debrief, bien qu'il ait soigneusement évité de parler de tout ce qui était encore classifié. De nombreuses auditions publiques ont suivi, les législateurs trouvant le témoignage de Grush si convaincant qu'ils ont demandé pendant 2 ans une salle sécurisée à la communauté du renseignement. Faute d'installation sécurisée, il ne peut partager de détails publiquement. Le faire violerait ses accords de non-divulgation, et il risquerait jusqu'à 30 ans de prison. Grush dit-il vraiment la vérité, et qui est blessé par ce qui pourrait être le plus grand secret de l'histoire humaine. Il est impossible de vérifier objectivement l'histoire de Grush, car les détails restent confidentiels. Nous pouvons déjà dresser un tableau en observant les réactions de certains groupes et individus,
ainsi qu'en nous appuyant sur les informations publiques. Commençons par l'inspecteur général. Nous ignorons comment il a abouti à cette conclusion crédible et urgente, son rapport demeurant classifié. Il est donc raisonnable de penser qu'ayant les mêmes habilitations que Grush, et ayant interrogé les mêmes témoins, il a aussi trouvé, selon Grush, des documents sur ce programme de récupération d'épaves. Libéré de ces accords de non-divulgation, il pourrait révéler les noms des témoins, les dates et lieux, ainsi que l'emplacement exact de ces objets récupérés. Bien que l'inspecteur général n'ait pas eu accès à ces endroits, il a probablement pu examiner au moins une partie de la documentation que Grush avait découverte. Ensuite, la réaction de la communauté du renseignement, qui depuis 2 ans refuse au Congrès l'accès à une salle sécurisée pour interroger Grush en détail, est incroyable. S'il n'y avait pas de secret, ou si Grush délirait, pourquoi refuser une salle sécurisée pour clore l'affaire ? Peu après la médiatisation de Grush, ses dossiers médicaux privés ont été divulgués, révélant son stress post-traumatique et sa dépression après son service militaire. Pour beaucoup, cela semblait une tentative de le discréditer, bien que révéler une schizophrénie ou un passé douteux de Grush aurait sans doute été plus efficace. Grush affirme que des entreprises aérospatiales américaines privées participent à la récupération d'objets volants non identifiés et écrasés. En fait, elles y participent intentionnellement. Il y a longtemps, quand le programme a vraiment débuté, il a été jugé que ce secret était trop lourd même pour les législateurs. Ainsi, tous les matériaux récupérés sont devenus la propriété de géants privés de l'aérospatiale, comme Lockheed et Boeing. De cette façon, tous les matériaux liés au programme seraient exemptés de la surveillance du Congrès ou des demandes d'accès à l'information. Techniquement, le programme de récupération d'objets volants non identifiés était désormais une entreprise privée. Voici la réponse actuelle du secteur aérospatial privé aux affirmations de Grush. Ces entreprises ont souvent déclaré aux journalistes que ce type de questions relevait du Pentagone. C'est étrange, car s'il n'y avait rien, ils pourraient simplement dire qu'aucun engin ni matériau n'a été récupéré. Ces déclarations ont sans doute été influencées par une loi alors examinée au Sénat. Dans la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2024, les législateurs ont ajouté plusieurs dispositions liées aux objets volants non identifiés. L'essentiel était de créer une collection d'archives nationales sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, centralisant tous les rapports fédéraux sur les incidents liés aux phénomènes aérospatiaux non identifiés anciens et récents. Un conseiller spécial désigné par le président évaluerait les anciens documents pour déterminer si leur déclassification menacerait la sécurité nationale. La seconde mesure interdisait tout financement des activités liées aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, sauf si elles étaient directement supervisées par le Congrès. Cela inclut tout matériel ou preuve liée aux phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'était une tentative de mettre fin à toute opération illégale supplémentaire de programmes liés aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui échappaient à la supervision du Congrès, et cela s'accompagnait de sanctions sévères pour toute personne prise en flagrant délit. La dernière disposition est la plus importante, mais elle n'a jamais été adoptée, ayant été rejetée par des membres clés du Congrès. Les lois d'autorisation de la défense nationale de 2023 et 2024 incluaient une disposition permettant l'expropriation de tout matériel lié aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, détenus par toute organisation financée par le gouvernement américain. En essence, cela signifie que les entreprises aérospatiales américaines privées auraient dû remettre leurs phénomènes aérospatiaux non identifiés récupérés et les matériaux associés, si la loi avait été adoptée, sous peine de poursuites judiciaires sévères. La Chambre des représentants a adopté la disposition, mais le Sénat l'a rejetée. Mike Johnson, Mike Turner, Mike Rogers et Mitch McConnell, tous républicains, ont joué un rôle clé dans ce blocage et celui d'autres lois liées aux phénomènes aérospatiaux non identifiés. Leurs efforts ont fortement affaibli la mesure de 2024 visant à créer des archives sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés aux archives nationales. Le projet initial imposait de publier tous les dossiers sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Dans la version finale, la divulgation n'est plus obligatoire. Les documents restent classifiés si une commission les juge essentiels à la sécurité nationale. La réponse d'Aérospatiale aux affirmations de Grush prend plus de sens compte tenu de la pression croissante à l'époque pour utiliser l'expropriation sur tous les matériaux liés aux phénomènes aérospatiaux non identifiés. S'ils avaient affirmé publiquement ne rien posséder, puis que le gouvernement avait saisi les documents, ils auraient pu se retrouver dans une situation juridique délicate, rendant leur renvoi au Pentagone plus compréhensible. Si les propos de Grush étaient avérés, la confiance du public envers son gouvernement serait gravement menacée. C'est sans doute pourquoi certains, au gouvernement et dans l'aérospatiale privée, ont voulu faire taire les lanceurs d'alerte et chercheurs. Avant de continuer,
Nous précisons que toute l'équipe de The Infographic Show va bien, est heureuse et reste dans la discussion. Pour être clair, Grudge dit avoir été harcelé et avoir subi des représailles de la communauté du renseignement pour l'empêcher de témoigner devant le Congrès. Selon la journaliste Leslie Keane, qui a révélé la vidéo d'objets volants non identifiés de la marine en 2017, le harcèlement croissant, dont des appels menaçants à son domicile, l'a poussé à rendre l'affaire publique. Luis Daniel Elizondo, autre lanceur d'alerte et ex-responsable du renseignement, a aussi évoqué de fortes menaces et du harcèlement de membres du renseignement. En 2024, Elizondo a déclaré lors du podcast Good Trouble Show, je cite, « Je ne suis pas enclin aux accidents. Je ne consomme pas de drogue ni ne fais rien d'illicite. Si quelque chose m'arrive ou arrive à ma famille, vous saurez pourquoi. » Cela s'est produit lors d'une campagne intense contre lui et d'autres lanceurs d'alerte après la fuite des vidéos d'objets volants non identifiés de la marine en 2017 divulguées par Elizondo. Le député républicain Tim Burkett a demandé des protections accrues pour les lanceurs d'alerte, prenant la menace au sérieux. Dans une interview à News Nation, le lanceur d'alerte Jake Barber a expliqué la gravité des menaces. Quand il a sollicité l'aide des enquêteurs du Congrès, ils lui ont demandé de les aider à se protéger. Jake Barber a lancé l'alerte en raison de son implication présumée dans le programme de récupération d'épaves. Jamais officiellement informé, Jake Barber fut pilote d'hélicoptère pour une unité d'élite de l'armée américaine. Pendant son service, il a mené plusieurs missions pour récupérer des engins ou débris anormaux. C'est la récupération d'un engin en forme d'œuf qui a semblé avoir un effet psychologique sur lui, lui faisant prendre conscience de ce qu'il transportait. Barber raconte qu'en soulevant l'engin ovoïde avec son hélicoptère, il a ressenti une profonde tristesse qu'il attribuait à l'objet. C'était tellement perturbant qu'il s'est mis à pleurer, au point que cela a nui à sa capacité à piloter son appareil. Fait intéressant. D'autres lanceurs d'alerte disent que le phénomènes anomaux, non identifiés, a un aspect psychique. Aujourd'hui, Barber est membre de Skywatcher, un groupe ayant utilisé des médiums pour filmer des phénomènes anomaux, non identifiés. Barber affirme même que le gouvernement américain utilise régulièrement des médiums pour interagir avec les phénomènes anomaux, non identifiés, et parfois les forcer à atterrir. Pour ceux qui connaissent l'histoire du gouvernement avec les médiums, cela correspond au récit de personnalités comme Joe McMonigal, un télépathe qui a reçu la Légion du Mérite pour son travail dans les opérations de renseignement américaines. Le président Jimmy Carter a évoqué l'usage de médiums par la CIA. Dans GQ, il a évoqué le crash d'un petit avion américain en pleine jungle africaine. Après l'échec des satellites et des équipes au sol à le localiser, la CIA a consulté un médium qui a donné les coordonnées précises. L'avion a été retrouvé exactement là où ils avaient dit qu'il serait. Ce qui est inquiétant dans les affirmations de Barber, c'est que lui aussi prétend avoir connaissance de meurtres commis contre des lanceurs d'alerte et des personnes qui se sont approchées trop près de la vérité. Barber affirme que les enquêteurs du Congrès chargés d'examiner le programme de récupération d'accidents étaient ainsi effrayés par d'éventuelles représailles qu'ils lui ont demandé conseil pour se protéger. Mais cela n'a été vérifié que par le témoignage de Barber. Si Barber dit vrai, une cabale secrète dans l'armée américaine, les renseignements et l'aérospatiale privée exerceraient un pouvoir de vie ou de mort via des exécutions extrajudiciaires. Si c'est vrai, un héritage de meurtres sur des décennies pourrait rester secret malgré toutes les tentatives de révélation. Qu'il existe une vie extraterrestre ou une technologie alien, il reste difficile de prouver ces meurtres au-delà des dires des lanceurs d'alerte. Nous savons jusqu'où certains au gouvernement sont prêts à aller pour discréditer les chercheurs et lanceurs d'alerte sur les objets volants non identifiés et ruiner leur vie. Le nom de Paul Bennowitz est évoqué avec réserve par la communauté ufologique. Bennowitz, habitant près de la base aérienne de Kirtland, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, s'intéressait vivement aux objets volants non identifiés. Après avoir souvent vu des lumières étranges au-dessus de la base, il l'a surveillée avec du matériel radio et vidéo, captant de nombreux faits anormaux. Son erreur a été de contacter le bureau des enquêtes spéciales de la base. Selon la version officielle, l'armée de l'air craignait que Bennowitz collecte des informations sur ses projets secrets et a donc mené une campagne de désinformation contre lui. Ils ont rencontré Bennowitz, lui donnant de faux récits sur les extraterrestres et de faux documents classifiés. L'armée de l'air a organisé de fausses observations d'objets volants, non identifiés avec différents avions, lorsque Bennowitz était alerté par ses sources. Le flot de fausses preuves a provoqué une crise psychotique chez Bennowitz, entraînant son hospitalisation en 1988.
Bennowitz, auparavant très engagé dans la recherche sur les objets volants non identifiés et les mutilations de bétail, s'est retiré du domaine, puis est décédé discrètement en 2003. La campagne de désinformation contre Bennowitz a détruit sa vie et a été comparée à d'autres manipulations historiques, comme la transmission de faux plans d'invasion aux nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Comme souvent dit, la meilleure désinformation inclut une part de vérité. Après tout, le phénomène que Bennowitz avait initialement observé était également constaté partout dans le monde, loin des bases américaines. Mais une partie de la désinformation de Bennowitz s'est révélée exacte dans les années 1990, menant à ce qui serait le premier complot d'assassinat lié aux objets volants non identifiés rendus publics. Phil Schneider affirmait avoir travaillé avec le gouvernement américain à la construction de bases militaires souterraines à travers le Sud-Ouest. Dans les années 1990, Schneider a commencé à parler publiquement d'un projet de construction, affirmant que les ouvriers avaient rencontré des extraterrestres hostiles, vivant déjà sous terre. Il a dit qu'il avait perdu plusieurs doigts, et subi d'autres blessures lors de la confrontation. En 1996, Schneider a été retrouvé mort chez lui, un cathéter en caoutchouc autour du cou. Les circonstances ont aussitôt inquiété les sceptiques. Schneider avait des doigts en moins, une épaule peu mobile suite à une blessure liée à la fusillade avec les extraterrestres, et souffrait d'un cancer avancé et d'autres maladies chroniques. Mais on affirme également que le moment de la mort n'est pas une coïncidence. Schneider a été retrouvé mort peu de temps après avoir donné une série de conférences sur des programmes secrets spécifiques qu'il affirmait être menés par le gouvernement. Des documents de conférences, photos et papiers personnels ont été volés chez lui lors de la découverte du corps. Schneider demeure une figure controversée, même parmi les partisans des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Aucune preuve directe n'indique que Schneider ait travaillé pour le gouvernement. Il a présenté plusieurs badges et pièces d'identité censées provenir de ses programmes, mais aucun n'a pu être authentifié. Il a montré des photos de grandes machines de creusement et de sites souterrains, qu'il disait avoir prises lui-même. Cependant, des experts ont fait remarquer que ces descriptions des méthodes de creusement ne correspondaient à aucune technique d'ingénierie connue. L'affaire Schneider demeure non résolue, et un meurtre éventuel pourrait ne pas être lié à ces révélations présumées. Peut-être à cause de sa santé. Il a payé ou demandé de l'aide pour soulager ses souffrances. Il est difficile d'identifier des décès précis liés aux efforts de dissimulation du gouvernement américain, mais le précédent existe bel et bien, compte tenu de ce que nous savons des activités de la CIA pendant MKUltra et d'autres projets top secrets au début de la guerre froide. Ces opérations de la CIA, ayant causé des décès et des effondrements psychologiques, ont mené à des lois imposant la supervision directe du Congrès sur le renseignement américain. De nouveaux lanceurs d'alerte émergent, soutenus par un réseau croissant d'ex-membres des forces spéciales et de collègues du renseignement. Ensemble, ils ont mené un programme échappant au contrôle du Congrès et enfreignant la loi par des assassinats extrajudiciaires. Si cela est vrai, alors une cabale secrète au sein du renseignement américain et de l'industrie aérospatiale cache l'existence de la vie extraterrestre à l'humanité. Ils ont aussi subverti la démocratie américaine tout en contrôlant des financements et technologies pouvant faire d'eux une menace imparable. Dans ce cas, les extraterrestres seraient peut-être le moindre de nos soucis. Si des lanceurs d'alerte meurent dans des circonstances suspectes, ce qui est caché pourrait être encore plus inquiétant. Regardez, l'armée ne peut pas expliquer ces ovnis sur des sites d'armes nucléaires américains et russes, pour découvrir des événements étranges qu'ils pourraient cacher, ou cliquez sur cette vidéo